Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lisotte. Permettez-moi de vous raconter une expérience récente. Non pas pour attirer la sympathie, me plaindre ou régler des comptes avec mon employeur, mais parce qu'elle illustre un problème beaucoup plus large qui touche non seulement les employés du réseau de la santé, mais chacun d'entre nous. De 2024 à 2025, j'ai eu l'opportunité d'occuper 2 emplois à Santé Québec. Le dernier consistait à former les employés à l'utilisation des logiciels pour créer, modifier et consulter le futur dossier de santé numérique, le DSN. Il y avait 14 cours à leur enseigner. Or, en août dernier, dans l'un d'entre eux, j'ai trouvé un paragraphe n'ayant non seulement aucun lien avec l'enseignement de ces logiciels, mais clairement avec un agenda idéologique. Je vous le lis. L'utilisation du nom et des pronoms choisis par un patient est importante pour la prestation des soins équitables et réduit les risques de nombreux résultats défavorables pour le patient, en particulier en termes de santé mentale et de risque de suicide. Plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la Finlande, font maintenant marche arrière sur ce que propose ce paragraphe, parce qu'aucune étude scientifique solide ne confirme son effet préventif sur le suicide. Au contraire, des poursuites de détransitionneurs contre les cliniques ayant mis en pratique ce conseil ne cessent de s'accumuler. J'ai donc présenté la situation à ma gestionnaire au cas où elle l'ignorait. Puis, je lui ai proposé 3 solutions simples. Ou bien modifier ce paragraphe pour qu'il reflète l'absence de consensus scientifique, ou bien passer par-dessus lorsque je donne le cours, ou enseigner tous les autres cours du curriculum, à l'exception de ce dernier. Aucune de mes solutions ne lui a plu. Elle m'a sommé d'enseigner le paragraphe tel quel. Bref, de devenir complice dans la diffusion d'un mensonge. Je l'ai informé que participer à la diffusion d'un mensonge était contre mon éthique personnelle, que je refuserais de le faire. Au lieu de modifier le paragraphe, qui était la cause du litige entre nous deux, pour le rendre conforme aux connaissances scientifiques, elle, ma gestionnaire, et les RH s'en sont pris plutôt à ma réputation, qui jusque-là était sans tâche, me reflétant que j'étais un employé problématique qui donnait dans l'insubordination. Ils m'ont suspendu sans solde pendant 3 jours. Le message était on ne peut plus clair. Michel, obéis, sinon tu vas payer le prix. J'ai tout de suite mis mes collègues au courant de la situation, de ce qui était en train de se passer dans leur dos entre moi et l'organisation. L'existence du paragraphe inexact, la conduite étonnante de ma gestionnaire et des RH et ma décision de ne pas utiliser mon poids symbolique de formateur, mon rôle important de formateur pour disséminer, pour convaincre mes étudiants d'adhérer à un mensonge. Ma gestionnaire, constatant que sa mesure disciplinaire, ma suspension sans solde de 3 jours, qui était censée m'intimider, n'avait aucun effet sur moi, m'a congédié en octobre. Mais au-delà de ma situation personnelle, ce qui se passe dans cette histoire illustre une dérive inquiétante. La transformation d'une institution à la fois publique et scientifique en un instrument idéologique. Viktor Frankl et Alexander Solzhenitsyn furent les premiers penseurs du 20e siècle à témoigner que l'une des raisons pour lesquelles les sociétés totalitaires de leur époque ont pu se développer est parce que leurs citoyens acceptaient de mentir sur presque n'importe quoi pour acheter la paix. Ils ont tous les deux identifié cette défaillance morale individuelle comme le problème de fond, la cause fondamentale de la catastrophe totalitaire. Et ce qu'ils ont constaté devrait être une leçon enseignée partout dans le monde. Un État, une entreprise ne devrait jamais encourager ses citoyens, ses employés à mentir, à défaillir moralement. Une entreprise ne devrait jamais mettre sur pied un système dans lequel un employé doit accepter de mentir s'il souhaite conserver son emploi, et encore moins offrir à cet employé la possibilité de monter dans la hiérarchie parce qu'il a accepté de mentir. Il demeurera toujours tentant de le faire, puisque comme l'a montré Maslow dans sa célèbre pyramide, immédiatement après les besoins de respirer, de s'alimenter, de dormir, vient le besoin de sécurité. Si universellement, les êtres humains recherchent un emploi stable, permanent, des revenus prévisibles et un généreux fonds de pension, pourquoi ne pas donner aux citoyens, aux employés cette sécurité, mais à condition qu'ils soient prêts à mentir? Qu'est-ce qu'un pays? Qu'est-ce qu'une entreprise a à gagner à s'entourer de citoyens et d'employés prêts à mentir pour garder leur job?
C'est simple. Rassembler les meilleurs complices possibles pour faire avancer sans obstacle un programme idéologique plutôt que scientifique. C'est pourquoi il vaut mieux se débarrasser des employés qui sont trop consciencieux, qui ne sont pas prêts à mentir. On construit ainsi, tranquillement, un mensonge à la fois, un micro-compromis à la fois, une organisation de moins en moins scientifique, de plus en plus idéologique, imposant des règles qui sont de moins en moins sensées, de moins en moins appropriées. Et tous ceux qui ont contribué à sa construction en acceptant de mentir n'osent plus dénoncer la situation, de peur d'être eux-mêmes accusés d'être des complices, d'avoir contribué à ériger ce monstre. Voilà le point central. Quand une société choisit d'imposer des dogmes idéologiques plutôt que de débattre des faits, toute personne qui refuse publiquement de répéter le discours officiel devient suspecte, puis punie. On ne les assassine heureusement pas, mais une autre forme de violence est appliquée, une violence douce, sournoise, faite de suspension, de campagnes de salissage, de dénigrement, de congédiement, puis d'exclusion à vie aux autres emplois du gouvernement. C'est ainsi qu'on bâillonne les consciences avec succès, sans effusion de sang. En terminant, j'encourage toutes les personnes qui sont persécutées pour leur engagement envers la vérité scientifique et historique à faire connaître leur histoire, afin qu'ils puissent obtenir du soutien, afin que les entreprises, organisations ou États qui s'en sont pris à eux sortent de la confidentialité, que leurs œuvres malhonnêtes soient publicisées et qu'ils aient eux aussi un prix à payer en conséquence de leurs agissements disgracieux.